L'odeur de la mort imprégnait l'air du palais royal d'Antananarivo. C'était en 1861, et la reine Ranavalona Ir, désormais âgée de 83 ans, gisait sur son lit, consumée par la maladie et le poids de ses propres actions. Ses yeux, autrefois perçants et impérieux, erraient maintenant sans focus sur le plafond orné de la chambre royale. Le visage qui inspira un jour la terreur dans tout Madagascar était réduit à un masque ridé et pâle, marqué par des décennies de pouvoir absolu. Les couloirs du palais, autrefois bouillonnants d'activité, résonnaient maintenant d'un silence sépulcral. Les quelques serviteurs qui demeuraient encore marchèrent dans l'ombre, évitant de regarder directement vers les appartements royaux. La peur, compagne constante durant son règne de 3 décennies, planait encore lourdement sur Rova, la cité palatine qui dominait la capitale de Madagascar. Dans la pénombre de la chambre royale, les seuls sons étaient la respiration irrégulière de la reine mourante et le tintement occasionnel des chaînes des prisonniers dans les cachots en dessous. Même dans ces derniers moments, Ranavalona gardait captifs ceux qui avaient osé défier sa volonté. Les murs de bois nobles du palais ne parvenaient pas à étouffer complètement les lamentations qui montaient des cellules souterraines. De son lit, la reine pouvait encore apercevoir les falaises d'Ampamarinana à travers la fenêtre. Ces rochers, escarpés, étaient devenus le symbole le plus visible de son règne sanglant. Combien de corps avaient dégringolé de ces hauteurs sur son ordre? Des milliers de chrétiens, de nobles dissidents et de supposés sorciers avaient trouvé leur fin sur ce précipice, leurs cris de terreur résonnant dans la vallée avant le silence final. La chambre royale, bien qu'elle conservât encore des vestiges de son ancienne opulence, révélait des signes de la même décadence qui affligeait son occupante. Des tapisseries décolorées pendaient aux murs, tandis que l'odeur de moisi commençait à surpasser les encens que les serviteurs brûlaient sans cesse. Les meubles de palissandre importés, autrefois reluisants, étaient maintenant couverts d'une fine couche de poussière, comme si la mort elle-même marquait déjà son territoire. Dans les rues en contrebas du palais, la population de la capitale attendait dans un silence tendu. La nouvelle de la maladie de la reine s'était répandue comme une traînée de poudre, apportant avec elle un mélange contradictoire de peur et d'espoir. Le règne qui avait réduit la population de l'île de près de moitié touchait à sa fin, mais quel prix aurait-il encore à payer avant le dernier souffle de Ranavalona? Dans ces moments de lucidité, des fragments de mémoire tourmentaient la reine. Le visage de son défunt mari, le roi Radama Ier, qu'elle avait trahi pour prendre le trône. Les expressions d'horreur des courtisans tandis qu'elle ordonnait l'exécution de familles entières. Le regard de désespoir de son propre fils, le prince Rakoto, forcé d'assister aux épreuves du Tangena qu'elle imposait aux suspects de trahison. Le soleil commençait à se coucher sur Antananarivo, projetant des ombres rouges à travers les fenêtres du palais. La lumière du crépuscule peignait les murs de teintes sanglantes, comme si la nature elle-même voulait faire un dernier commentaire sur le règne de la femme qui deviendrait connue comme la reine sanguinaire de Madagascar. Là, abandonnée par tous sauf par les serviteurs les plus craintifs, gisait la femme qui fut un jour la souveraine la plus puissante que Madagascar ait jamais connue. Comment une fille née dans la pauvreté, fille d'un officier de bas rang, s'était-elle transformée en la monarque la plus redoutée de l'histoire de l'île? Quelle force sombre l'avait poussée à choisir un chemin d'une telle cruauté? Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de mettre un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Madagascar du début du 19e siècle était une île en profonde transformation. Le royaume Mérina, dominant le plateau central depuis Antananarivo, s'étendait sous le commandement du jeune roi Radama Ier. Les anciennes traditions des peuples malgaches commençaient à se mêler aux influences européennes qui arrivaient par les ports de l'île, apportant avec elles de nouvelles idées, technologies et une religion étrangère qui menaçait d'ébranler les structures ancestrales du pouvoir. En 1792, naquit Ramavo, la future Ranavalona Ir,
fille d'Andrianza Lamanjaka, un noble mineur de la cour Mérina. Son destin changea dès l'enfance, lorsque son père découvrit une conspiration contre le roi Andrianampuani Mérina. En révélant le complot, il reçut comme récompense la promesse que sa fille deviendrait l'une des épouses du prince héritier Radama. La jeune Ramavo grandit dans les couloirs du pouvoir, observant attentivement les toiles complexes d'alliances et de trahisons qui soutenaient le royaume. Tandis que d'autres épouses du harem royal se contentaient d'une vie de luxe et de frivolité. Elle consacrait son temps à étudier les coutumes ancestrales, les lignées nobles et les secrets du pouvoir militaire qui faisaient du royaume Mérina la force dominante de l'île. Le règne de Radama Ier apporta des changements qui perturbaient profondément les traditionalistes. Le jeune roi établit des alliances avec l'Empire britannique, abolit la traite des esclaves et ouvrit les portes aux missionnaires protestants. Sous sa direction, Madagascar commença à se moderniser. De jeunes nobles étaient envoyés étudier en Angleterre. La langue malgache gagna sa première forme écrite et des écoles commencèrent à se multiplier sur l'île. Ramavo, cependant, voyait ces transformations avec une méfiance croissante. En secret, elle commença à cultiver des alliances avec les secteurs les plus conservateurs de la noblesse mérina. Les prêtres traditionnels, qui voyaient leur pouvoir menacé par les missionnaires chrétiens, trouvèrent en elle une alliée attentive. Les commandants militaires, préoccupés par l'influence britannique, découvrirent en elle une voix qui faisait écho à leurs craintes. En 1828, la mort soudaine de Radama Ier, à 36 ans, créa un vide de pouvoir. Le roi avait désigné son neveu, le prince Rakotobé, comme héritier. Mais Ramavo était préparée. En une seule nuit de violence calculée, elle mobilisa ses alliances. Des soldats loyaux éliminèrent tous les rivaux possibles au trône, tandis que des prêtres traditionnels la proclamaient comme l'élu des esprits ancestraux pour diriger Madagascar. Son couronnement fut un spectacle qui mêlait tradition et démonstration de force. Vêtue des sacrés lambaoani rouges et tenant les reliques royales des Mérina, elle se présenta au peuple comme Ranavalona Ire. Son discours inaugural établit le ton de ce qui allait suivre. « Je ne suis pas européenne, je suis Mérina. La terre sacrée de nos ancêtres ne sera pas vendue aux étrangers. » Les premiers mois de son règne furent marqués par une série de mesures qui consolidèrent son pouvoir. D'anciennes lois et coutumes furent renforcées. Des sacrifices aux ancêtres furent repris à grande échelle et les conseillers étrangers de Radama furent progressivement écartés de la cour. La nouvelle reine commençait à révéler sa vision pour Madagascar, un royaume fort, indépendant et fermement ancré dans les traditions qui avaient garanti le pouvoir mérina pendant des générations. Le premier grand test de son autorité survint lorsqu'un groupe de nobles, soutenu par des commerçants français, tenta d'organiser une résistance à son gouvernement. La réponse de Ranavalona fut rapide et brutale. Les conspirateurs furent soumis au Tangena, la redoutable ordalie du poison, qui deviendrait sa marque déposée. Ceux qui survécurent au poison affrontèrent une mort encore plus cruelle sur les falaises d'Ampamarinana. Le message était clair. Madagascar avait maintenant une reine qui n'hésiterait pas à utiliser la terreur comme instrument de pouvoir. L'année 1829 marqua le début du vrai visage du règne de Ranavalona. La reine qui avait conquis le trône par un coup d'État sanglant dirigeait maintenant son attention vers la consolidation totale du pouvoir. Ses premiers ordres visaient l'expansion de l'armée royale. Les effectifs militaires furent triplés, atteignant la marque de 50 000 soldats permanents, une force sans précédent dans l'histoire de Madagascar. La première démonstration de son pouvoir militaire fut contre les tribus Sakalava de l'Ouest. Ranavalona envoya une force punitive de 25 000 guerriers, avec l'ordre express de ne montrer aucune miséricorde. Des villages entiers furent brûlés, des récoltes détruites et des milliers de personnes furent réduites en esclavage.
Les chefs qui refusèrent de jurer fidélité affrontèrent des morts exemplaires, leurs têtes exposées sur des lances le long des routes principales. Tandis que ses troupes avançaient à l'intérieur du pays, Ranavalona tourna son attention vers les menaces internes. La présence européenne, surtout celle des missionnaires chrétiens, fut identifiée comme un risque pour le pouvoir traditionnel. Initialement, son approche fut subtile. De nouvelles réglementations rendèrent le travail missionnaire difficile, tandis que les pratiques religieuses traditionnelles étaient vivement encouragées à la cour. La tension escalada quand elle découvrit que certains nobles de la cour s'étaient secrètement convertis au christianisme. La réponse de la reine établit un nouveau standard de cruauté. Les accusés furent soumis au tangena, le poison extrait de la noix d'une plante locale. Ceux qui survécurent à l'ordalie affrontèrent un destin encore pire. Ils furent conduits aux falaises d'Ampamarinana et forcés de sauter, tandis que leurs familles étaient obligées d'assister. Le succès de ces campagnes militaires apporta une nouvelle vague de richesse pour le royaume. Les butins de guerre remplissaient les coffres royaux et des caravanes d'esclaves capturés arrivaient continuellement à la capitale. Ranavalona utilisa ses ressources pour récompenser généreusement ses alliés, créant un réseau de loyauté basé autant sur la peur que sur l'avidité. En 1835, la reine fit son prochain pas décisif. Elle proclama que le christianisme était désormais officiellement banni dans tout Madagascar. Les missionnaires européens reçurent un délai d'1 semaine pour quitter l'île. Ceux qui hésitèrent assistèrent à une démonstration brutale de ce qui attendait les chrétiens autochtones: conversion forcée aux rituels traditionnels, confiscation de propriétés et exécution publique. La persécution des chrétiens malgaches se transforma en une chasse systématique. Des espions royaux s'infiltraient dans les communautés, cherchant des signes de pratiques chrétiennes clandestines. La simple possession d'une Bible devint une preuve suffisante pour une condamnation à mort. Des familles entières étaient traînées vers des procès publics, où elles étaient forcées de renoncer à leur foi ou d'affronter des tortures élaborées. Le coût humain de cette politique fut dévastateur. On estime que des milliers de chrétiens malgaches furent exécutés durant cette période. Les méthodes d'exécution variaient de la crucifixion à la lapidation, de la pendaison à l'empalement. Certains furent brûlés vifs, d'autres bouillis dans des chaudrons. La créativité de la reine pour trouver de nouvelles façons d'infliger la souffrance semblait ne pas avoir de limite. Même son fils et héritier, le prince Rakoto, n'était pas à l'abri de sa cruauté. Forcé d'assister aux exécutions depuis son jeune âge, il développa une aversion pour les fusions de sang qui contrastait fortement avec la nature de sa mère. Ses demandes de clémence étaient systématiquement ignorées et des rumeurs commencèrent à circuler sur des tentatives de l'assassiner. L'année 1837 apporta la première grande crise du règne. Une conspiration impliquant des nobles mécontents et des commerçants français fut découverte. La réaction de Ranavalona établit de nouveaux niveaux de brutalité. Les conspirateurs furent torturés pendant des semaines avant leurs exécutions publiques. Leurs familles, jusqu'à la 3e génération, furent éliminées. Le message était clair. Défier la reine signifiait non seulement sa propre mort, mais l'extinction complète de sa lignée. Tandis que la capitale s'enfonçait dans une mer de sang, des nouvelles alarmantes arrivaient de l'intérieur. Une grande rébellion se formait dans les provinces du Sud. La route vers le pouvoir absolu de Ranavalona exigerait encore plus de violence, plus de morts et plus de terreur. Au sommet de son pouvoir, vers 1840, Ranavalona Ir avait transformé Madagascar en un royaume de contradictions. La capitale Antananarivo prospérait avec le commerce d'esclaves et les butins de guerre, ses marchés débordant de richesses pillés aux tribus subjuguées. Des palais somptueux s'élevaient sur des collines tachées de sang, tandis que des caravanes de commerçants étrangers se disputaient des audiences avec la redoutable reine. L'armée royale avait atteint des proportions impressionnantes. 100
1000 guerriers marchaient sous ses ordres, équipés de mousquets importés et de canons britanniques. Ironiquement, les mêmes armes européennes qu'elle méprisait tant devinrent fondamentales pour maintenir son pouvoir. Les arsenaux royaux étaient approvisionnés par des commerçants français et britanniques qui, malgré la rhétorique anti-européenne de la reine, maintenaient des affaires prospères avec Madagascar. La cour royale reflétait cette dualité. Des nobles portaient des soies importées de Paris tout en participant à des rituels ancestraux de sacrifice. Des conseillers éduqués en Europe chuchotaient des stratégies militaires dans les mêmes salons où des prêtres traditionnels réalisaient des cérémonies de divination. Le propre fils de la reine, le prince Rakoto, représentait ce conflit. Éduqué par des tuteurs européens, il embrassait secrètement des idées progressistes que sa mère combattait tant. L'administration du royaume devint un exercice de terreur calculé. Le Fanon Pohana, système traditionnel de travail forcé, fut étendu à des niveaux sans précédent. Des villages entiers étaient mobilisés pour construire des routes, des forteresses et des palais. Ceux qui résistaient ou ne remplissaient pas les quotas établis affrontaient des punitions sévères. Des familles étaient séparées, des communautés détruites, et la famine commença à se répandre dans les campagnes. Le système judiciaire, centré sur l'ordalie du Tangena, se transforma en un instrument de contrôle social. N'importe quel soupçon, aussi infondé soit-il, pouvait conduire au test du poison. On estime qu'environ 3000 personnes par an mouraient uniquement dans ces jugements. Les survivants, considérés innocents par la logique perverse du système, souffraient fréquemment de dommages permanents causés par le poison. L'obsession de Ranavalona pour la pureté culturelle atteignit de nouveaux extrêmes. Au-delà de la persécution des chrétiens, toute manifestation d'influence étrangère devint suspecte. L'usage de vêtements européens fut restreint, l'enseignement de l'anglais et du français découragé, et même les techniques agricoles modernes furent vues avec méfiance. Cette politique isolationniste commença à affecter l'économie du royaume, avec le commerce international diminuant drastiquement. À l'intérieur du palais royal, les tensions familiales s'intensifiaient. Le prince Rakoto, maintenant adulte, devint le centre d'une opposition croissante. Sa compassion pour les persécutés et son intérêt pour les idées européennes attirèrent des partisans parmi les nobles les plus jeunes. Ranavalona répondit en entourant son fils d'espions et en éliminant systématiquement ses alliés les plus proches. En 1845, une sécheresse dévastatrice frappa l'île. Les récoltes échouèrent et la famine se répandit. Au lieu de réduire les exigences du Fanon Pohana ou de permettre l'importation d'aliments, Ranavalona intensifia les demandes. Des villages furent obligés de fournir plus de travailleurs pour des projets royaux, même pendant que leur population mourait de faim. La reine déclara que c'était une punition des ancêtres pour ceux qui avaient abandonné les traditions. Les signes d'instabilité commencèrent à se multiplier. Des révoltes éclatèrent dans les provinces, brutalement réprimées mais de plus en plus fréquentes. Dans les zones côtières, des communautés entières fuyaient vers des îles voisines, préférant l'exil à l'oppression. Le commerce international, vital pour l'économie du royaume, dépérissait sous des restrictions de plus en plus sévères. La goutte d'eau fut quand Ranavalona découvrit une conspiration impliquant des officiers français et des nobles de la cour pour renverser son gouvernement. Parmi les documents saisis, on trouva des preuves de l'implication indirecte de son propre fils. Le cœur de la reine, déjà durci par des décennies de pouvoir absolu, se transforma définitivement en pierre. Son ordre fut clair. Aucun suspect ne devait survivre, indépendamment de sa position ou de ses liens de sang. L'année 1850 marqua le début du déclin du royaume de Ranavalona. La découverte de la conspiration impliquant son fils Rakoto déclencha une vague de paranoïa sans précédent. Les interrogatoires et les exécutions se multiplièrent, atteignant les plus hautes sphères de la noblesse mérina. Des familles qui avaient servi la couronne pendant des générations
furent décimés sous des accusations de plus en plus fantaisistes de trahison. Le système d'espionnage royal, déjà extensif, se transforma en une toile étouffante de surveillance. Les serviteurs étaient encouragés à dénoncer leurs maîtres, les enfants à trahir leurs parents, les épouses à dénoncer leurs maris. La peur pénétra chaque aspect de la vie sociale. Les conversations cessaient quand des étrangers s'approchaient. Les amis évitaient de se réunir, et même les cérémonies traditionnelles des ancêtres devinrent des occasions tendues où chaque mot était mesuré. L'économie du royaume entra dans un effondrement accéléré. L'isolement commercial imposé par Ranavalona, combiné avec les demandes insoutenables du Fanon-Poana, dévasta la production agricole. Des villages entiers furent abandonnés, leurs habitants fuyant vers les forêts pour échapper au travail forcé. Les marchés de la capitale, autrefois vibrants, affichaient maintenant des étalages vides. Même les nobles les plus riches commencèrent à sentir le poids de la pénurie. La situation du prince Rakoto devint particulièrement précaire. Confiné au palais sous surveillance constante, il assistait impuissant à la souffrance du peuple. Ses tentatives d'intervenir en faveur des accusés étaient reçues avec des menaces voilées. La reine, consumée par la méfiance, alla jusqu'à envisager son exécution, étant dissuadée seulement par la crainte d'une révolte populaire, car le prince était aimé du peuple. Les puissances européennes, fatiguées des politiques isolationnistes et de la persécution de leurs citoyens, commencèrent à planifier des interventions militaires. Des navires de guerre français et britanniques réalisaient des démonstrations de force le long de la côte. Ranavalona répondit en fortifiant les villes littorales et en ordonnant l'exécution sommaire de tout étranger qui tenterait de pénétrer à l'intérieur sans autorisation. Le clergé traditionnel, autrefois son plus fort allié, commença à montrer des signes d'inquiétude. Les rituels de divination, de plus en plus fréquents sur l'insistance de la reine, apportèrent des présages sombres. Les prêtres, craignant d'être blâmés pour les mauvaises nouvelles, commencèrent à éviter le palais. Certains allèrent jusqu'à fuir vers des régions reculées, préférant l'exil à risquer la colère royale. La famine, qui châtiait déjà l'intérieur, atteignit la capitale. Les rues d'Antananarivo, autrefois propres et ordonnées, se remplirent de personnes désespérées à la recherche de nourriture. L'armée, autrefois outil efficace de contrôle, devint une source de préoccupation. Des soldats mal payés et mal nourris commencèrent à déserter en nombres alarmants. Certains rejoignirent des bandes de pillards qui terrorisaient la campagne. Dans son isolement croissant, Ranavalona intensifia les pratiques mystiques. Des sacrifices humains, depuis longtemps abandonnés par les Mérinas, furent secrètement réintroduits dans les rituels du palais. Les nuits étaient remplies par les chants des prêtres et le son des tambours, tandis que la reine cherchait désespérément la faveur des ancêtres. Le point de rupture survint quand une nouvelle vague de famine coïncida avec une épidémie dévastatrice. Les pratiques traditionnelles de guérison favorisées par la reine au détriment de la médecine européenne se révélèrent inefficaces. Des corps s'accumulaient dans les rues de la capitale, tandis que les survivants fuyaient. La population de Madagascar, qui avait déjà été réduite de moitié durant son règne, affrontait maintenant sa plus grande crise. Dans ses appartements royaux, Ranavalona recevait des rapports de plus en plus alarmants. Des révoltes éclatèrent simultanément dans plusieurs provinces. La noblesse, autrefois soumise, commença à s'articuler ouvertement contre son gouvernement. Son propre fils, le prince Rakoto, établissait des contacts secrets avec des puissances européennes. Une tempête se formait, et même la terreur qu'elle avait cultivée pendant si longtemps ne serait pas suffisante pour la contenir. Les dernières années du règne de Ranavalona furent marquées par une spirale descendante d'isolement et de défaite. En 1857, la reine, qui un jour commanda la plus puissante armée de l'histoire de Madagascar, se trouvait pratiquement prisonnière dans son propre palais. Les révoltes dans les provinces s'étaient transformées en une rébellion généralisée,
Et même la loyauté de la garde royale était en question. L'effondrement économique atteignit des niveaux catastrophiques. Le système monétaire du royaume, basé sur les pièces d'argent frappées par Ranavalona elle-même, perdit toute valeur. Les marchés fermèrent leurs portes, le commerce international cessa complètement et même les familles les plus nobles commencèrent à connaître des besoins. Les rues de la capitale, autrefois vibrantes, devinrent désertes, excepté pour les groupes de réfugiés affamés qui cherchaient un abri. L'autorité de la reine, qui pendant si longtemps s'était maintenue par la terreur, commença à être ouvertement défiée. Des nobles qui autrefois tremblaient en sa présence refusaient maintenant de répondre aux convocations royales. Les rituels de la cour, traditionnellement exécutés avec une précision méticuleuse, étaient négligés ou réalisés à la hâte par des serviteurs désintéressés. Le palais royal lui-même, symbole maximum du pouvoir mérina, commença à montrer des signes de détérioration. En 1858, une série de révoltes coordonnées dans les provinces côtières força Ranavalona à affronter la réalité de sa situation. Son armée, autrefois formidable, était réduite à moins de la moitié par les désertions et les maladies. Les tentatives de recruter de nouveaux soldats rencontraient une résistance passive. Des villages entiers disparaissaient dans la forêt à l'approche des recruteurs royaux. Pour la première fois de son règne, la reine fut forcée de négocier avec des rebelles au lieu de simplement écraser l'opposition. Le prince Rakoto, maintenant avec un appui significatif parmi la noblesse et le peuple, commença à exercer un pouvoir de fait dans diverses zones du gouvernement. Ses ordres, contredisant fréquemment les directives de sa mère, étaient de plus en plus obéis par les fonctionnaires du palais. La garde royale, traditionnellement loyale uniquement à la reine, commença à diviser sa loyauté avec le prince héritier. La détérioration physique et mentale de Ranavalona devint impossible à cacher. Ses apparitions publiques, autrefois soigneusement orchestrées pour inspirer terreur et admiration, devinrent rares et désorganisées. Les rares qui avaient encore accès aux appartements royaux rapportaient des épisodes de fureur alternant avec des périodes de mélancolie profonde. La reine passait des heures à converser avec les esprits des ancêtres, cherchant une orientation qui ne semblait jamais arriver. Le jugement populaire de son règne commença avant même sa mort. Dans les rues d'Antananarivo, les gens ordinaires osaient maintenant parler ouvertement des horreurs des dernières décennies. Des histoires d'exécutions en masse, autrefois chuchotées seulement entre des murs sûrs, étaient maintenant discutées dans les marchés. Des familles qui avaient perdu des parents à cause du Tangena ou des falaises d'Ampamarinana commencèrent à tenir des registres écrits de leurs morts. Les prêtres, traditionnels, autrefois ses plus féroces défenseurs, commencèrent à réinterpréter les présages de façon défavorable à la reine. Les cérémonies de divination, qui pendant si longtemps avaient légitimé ses décisions les plus cruelles, prédisaient maintenant constamment malheur et ruine. Le clergé traditionnel, percevant le changement des vents politiques, commença à se rapprocher discrètement du prince Rakoto. En 1860, un conseil secret de nobles, dirigé par des membres survivants des anciennes familles royales, se réunit pour discuter de l'avenir du royaume. Le document produit lors de cette rencontre, bien que jamais présenté officiellement, constitua un véritable jugement historique du règne de Ranavalona. Ces politiques furent condamnées comme contraires aux lois des ancêtres et à la nature même du peuple mérina. Le texte estimait que la moitié de la population de Madagascar avait péri sous son gouvernement. Au début de 1861, alors que la reine dépérissait dans ses appartements, le verdict populaire était déjà clair. Son règne serait rappelé comme une ère de ténèbres, sans précédent dans l'histoire de Madagascar. La terreur qu'elle avait utilisée comme instrument de pouvoir pendant si longtemps se retournait maintenant contre sa mémoire. La question n'était plus si son gouvernement toucherait à sa fin, mais combien de dommages supplémentaires elle pourrait encore causer avant sa mort inévitable. À l'aube du 16 août 1861, Ranavalona Ir
la reine qui transforma Madagascar en un royaume de terreur, exhala finalement son dernier souffle. Le silence qui suivit dans ses appartements contrastait drastiquement avec les sons de célébration qui allèrent bientôt envahir les rues d'Antananarivo. Son corps, encore enveloppé dans les vêtements royaux rouges, gisait seul. Une fin solitaire pour celle qui gouverna par la peur pendant 33 ans. La nouvelle de sa mort se répandit dans la capitale comme un feu. Le protocole royal exigeait un deuil officiel, mais les larmes versées en public masquaient des sourires de soulagement. Le prince Rakoto, maintenant Radama II, prit immédiatement le trône, ses premiers ordres se concentrant sur l'annulation des politiques les plus oppressives de sa mère. Les prisons furent ouvertes, les exilés rappelés et les persécutions religieuses cessèrent. Les funérailles de Ranavalona exposèrent les contradictions de son héritage, tandis que les rituels traditionnels exigeaient les honneurs maximum. Pour une reine Mérina, le peuple contenait à peine sa joie. Son corps fut préparé selon les coutumes ancestrales et emmené en procession jusqu'au Rova, le complexe palatin qui serait sa dernière destination. Les murs qui un jour témoignèrent de ses ordres les plus cruels gardaient maintenant ses restes mortels. La première action concrète du nouveau règne fut la destruction systématique des instruments de terreur de Ranavalona. Les lieux d'exécution furent démantelés, les chambres de torture fermées et le stock royal de Tangena brûlé lors d'une cérémonie publique. Les registres officiels de son règne, cependant, furent préservés, non comme glorification, mais comme avertissement. Pour les générations futures, le destin réserva une ironie particulière à sa mémoire. Le même christianisme qu'elle tenta d'éradiquer avec tant d'acharnement fleurit après sa mort, devenant éventuellement la religion prédominante à Madagascar. Les écoles missionnaires qu'elle avait fermées rouvrirent à leurs portes, et beaucoup des familles qu'elle avait persécutées assumèrent des positions de leadership dans le nouvel ordre social. Les conséquences de son règne s'avérèrent durables et complexes. La population de Madagascar, estimée à 5 millions avant son ascension, avait été réduite de moitié. Des communautés entières avaient disparu. Des traditions ancestrales furent corrompues par l'usage de la terreur, et des liens sociaux et fondamentaux furent détruits par des décennies de méfiance forcée. Paradoxalement, ces politiques isolationnistes eurent un effet non intentionnel. En résistant à l'influence européenne, elle préserva involontairement l'indépendance de Madagascar pendant quelques décennies supplémentaires. Le royaume qu'elle laissa, bien que traumatisé, demeura comme l'une des dernières nations africaines à tomber sous la domination coloniale directe. Sa figure historique devint l'objet d'un débat intense. Pour certains nationalistes malgaches, ultérieurs, sa résistance féroce à l'influence étrangère serait réinterprétée comme un premier mouvement d'indépendance. Pour la majorité, cependant, son règne demeure comme un exemple perturbant du coût humain du pouvoir absolu sans frein. Le palais royal, qu'elle agrandit avec du travail forcé et décora avec les dépouilles de ses victimes, se transforma en un musée, un mémorial non pas à sa gloire, mais aux horreurs de son régime. Les falaises d'Ampamarinana, autrefois lieu d'exécution massive, devinrent un lieu de pèlerinage et de réflexion sur les dangers de l'autoritarisme. Dans les décennies qui suivirent, tandis que Madagascar luttait pour se remettre du traumatisme de son règne, une nouvelle compréhension émergea. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur, mais dans la capacité à unir et à construire. L'histoire de Ranavalona demeure comme un rappel sombre de comment le pouvoir, lorsqu'il est divorcé de l'humanité, peut transformer un royaume en un cimetière à ciel ouvert. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez cheminé avec nous à travers les salles sombres de l'histoire, qu'en portez-vous de ce voyage ? Si cette narration vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre j'aime et partagez avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode, nous parlerons de la guerre des Amboaba,
la première guerre civile du Brésil. Nous nous y retrouverons.